Please be seated. Vous vous asseoir. Nous allons continuer avec la présentation de la défense. Je voudrais vous demander pour organiser notre temps, et combien de temps vous estimez qu'il vous manque? Merci Madame le Président. En ce qui me concerne, j'en aurai pour une grosse dizaine de minutes, à peu près, moins d'un quart d'heure je pense. Okay. Ensuite, Jennifer Naouri vous dira quelques mots de commentaires à propos des observations du représentant légal, très rapide. Et ensuite, nous passerons, je pense, à un moment donné en session ex parte à huis clos. Oui, mais ça, c'est une autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors, pour ce qui nous concerne en session publique, encore, disons, une grosse dizaine de minutes pour moi et probablement une dizaine de minutes concernant les victimes. OK, 15 de minutes. D'accord, merci. Et nous allons aussi, nous avons annoncé, et de donner la possibilité de faire des commentaires additionnels à tous les partis et participants avant de clore la session publique. Vous pouvez continuer, maître. Merci, Madame le Président. Madame le Président, Madame, Monsieur, vous ai-je dit tout à l'heure que la démarche du procureur présentait un problème de méthode. Depuis plus de 2 ans, il n'a pas réussi à savoir si les comptes, les soi-disant comptes, mais enfin, prenons l'hypothèse qu'il y ait des comptes, sont gelés ou pas. Et sur cette seule base, il vient vous dire aujourd'hui, il y a peut-être des comptes, ils ne sont peut-être pas gelés, tout ça n'a pas l'air très précis, il faut le maintenir en détention. C'est pas une démonstration, ça. Ça s'appuie sur quoi? Sur des hypothèses, ça s'appelle des hypothèses. Et on va maintenir un homme en détention, on va le priver de liberté à cause d'hypothèses. Maintenant, si votre chambre suit le procureur, il va revenir dans 120 jours. Il va vous dire, je ne sais toujours pas. Et puis ça va durer comme ça pendant des mois et pendant des années. Une raison que ça s'arrête. Et si ça ne s'arrête pas, eh bien il faudra renouveler le maintien en détention sur des hypothèses. Donc on ne peut pas le suivre. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut s'intéresser à la réalité. Il faut qu'il apporte des éléments, je crois. Sinon, on ne peut pas avancer, ni les uns ni les autres. Bon. Je dis aussi qu'il y a, en bas de cette cour, un certain nombre de supporters du président Gbagbo, qui portent des calicots, des écharpes, qui font de la musique. Ce sont des criminels? Monsieur le procureur, ce sont des criminels? Eh oui, c'est tout le problème. Il faut être logique. Alors, maintenant concernant les enquêtes et l'obstruction possible aux enquêtes, il est intéressant de noter que les autorités judiciaires ivoiriennes, qui traitent de nombreux dossiers de crimes survenus pendant la crise post-électorale, y compris concernant des proches du président Gbagbo, n'ont jamais fait état de la moindre obstruction. Jamais. Alors de quel risque parle-t-on? Ou plutôt, ne parle-t-on pas? Il est intéressant de noter que, alors que les enquêtes concernant ces dossiers arrivent à leur terme, les autorités ivoiriennes ne voient aucun problème à prononcer la liberté provisoire des anciens responsables de l'administration Gbagbo. Alors, pourquoi ce que les juridictions ivoiriennes font? Mettre en liberté des accusés sans craindre une quelconque obstruction. Pourquoi la Cour pénale internationale ne voudrait-elle pas le faire? Et pourquoi, contrairement aux autorités ivoiriennes, le procureur s'obstine-t-il concernant la continuation des crimes? Il convient de noter
que si les autorités ivoiriennes ont décidé de mettre en liberté la plupart des responsables de l'ancienne administration Gbagbo, eh bien, c'est qu'elles ne craignent en aucune manière la continuation de crimes. C'est logique. Le problème ici, Madame le Président, Madame, Monsieur, nous semble-t-il, c'est que le procureur semble être resté figé dans un contexte révolu. C'est comme s'il ne prenait pas acte de la nouvelle situation, comme s'il persistait à ressasser des accusations auxquelles personne ne croit plus. Et la position du procureur pose un problème du point de vue de ses droits et obligations. En effet, le président Gbagbo a été placé en détention sur la base d'allégations concernant un prétendu risque de fuite, d'allégations concernant un prétendu risque d'obstruction aux enquêtes, d'allégations concernant un prétendu risque de continuation des crimes, qui toutes, sans exception, se sont révélées fausses au fur et à mesure que le temps passait. De plus, cette Chambre elle-même a considéré que le fond des accusations du procureur n'était pas étayé, que lors de l'audience de confirmation des charges, le procureur n'avait présenté aucun élément suffisamment probant, suffisamment convaincant au soutien de ces allégations. Enfin, la situation, comme nous venons de le voir, a changé, ce qui induit nécessairement une perception différente des risques. Comment alors peut-on sérieusement, dans ces conditions, faire comme si nous étions tous bloqués dans le passé, comme si la connaissance que nous avons de l'affaire ne nous poussait pas à la comprendre différemment, comme si les risques que nous savons aujourd'hui inexistants existaient. En d'autres termes, comment pouvons-nous sérieusement nous reposer pour maintenir un homme en détention sur un constat fait il y a 2 ans, alors que nous ne disposions pas des éléments pertinents? Notre compréhension de l'affaire a changé et les circonstances ont changé. Et nous devons en tirer les conséquences. Que la Chambre examine d'éventuels risques de fuite ou d'obstruction aux enquêtes consécutifs à la mise en liberté provisoire du président Gbagbo est normal. C'est son devoir d'agir avec précaution. Mais à qui appartient-il de faire valoir que de tels risques existent? Au procureur? Ce n'est pas au juge de se substituer au procureur. Ce n'est pas au juge de partir du constat qu'un maintien en détention se justifierait par principe. C'est au procureur de donner au juge les éléments qui justifieraient d'après lui un maintien en détention. Sinon, cela signifierait que la règle est la détention et l'exception la liberté. Or, c'est le contraire, bien sûr. C'est la liberté qui est la règle et la détention l'exception. Le maintien en détention doit donc être motivé de manière détaillée, précise et actualisée. Il ne peut être décidé sur la base d'un constat ancien, fait à partir d'éléments dont nous savons désormais qu'ils étaient faux, ou décidé en fonction de circonstances qui ont depuis changé. Ici, le procureur, et vous l'avez entendu, ne prouve rien
ne dit rien. Il ne fait que se baser sur des allégations qui datent d'il y a plus d'1 an. Et c'est un débat intéressant, parce que cela nous amène à nous interroger sur la charge de la preuve d'un changement de circonstance. Dans l'affaire Bemba, citée d'ailleurs justement, que dit la Chambre d'appel? Le procureur doit également fournir des renseignements à la Chambre afin de la convaincre que le maintien en détention est justifié. On n'en a pas eu beaucoup de renseignements. La Chambre d'appel ajoutait: s'il est exact que le procureur n'est pas tenu d'établir de nouveau des circonstances qui l'ont déjà été, et nous avons vu que cela est discutable, puisque les circonstances changent à mesure que le temps passe. Il doit néanmoins démontrer qu'il n'y a pas eu de changement dans ces circonstances. Démontrer. Par conséquent, lors de chaque réexamen périodique de la détention, dit la Chambre, le procureur est tenu de présenter des conclusions indiquant s'il y a eu une évolution des circonstances qui avaient précédemment motivé la décision de maintien en détention. Et il doit porter, dit la Chambre, à l'attention de la Chambre toute autre information pertinente qu'il sait liée à la question de la détention ou de la mise en liberté. Ça me fait penser à quelque chose. À la décharge du procureur. Il est dans une position impossible. Il faudrait qu'il vous fasse part aussi des éléments qui, d'après lui, permettraient la mise en liberté. On ne peut pas poursuivre une chose et son contraire. Enfin, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est de savoir s'il a démontré quelque chose. Et il n'a pas démontré quoi que ce soit. Et il n'a même pas essayé de démontrer quoi que ce soit. Cette obligation de démonstration qui pèse sur les épaules du procureur tombe sous le sens, car la question de l'existence de circonstances nouvelles ne peut jamais changer le principe fondamental selon lequel la liberté est la règle et la détention l'excédent. C'est pourquoi c'est sur le procureur qu'incombe logiquement la charge de la preuve, ou disons-le autrement, la charge d'un aspect de la preuve, pour être plus précis. Il incombe de notre point de vue donc à la Chambre d'exiger du procureur qu'il contribue activement à la procédure en fournissant des éléments à l'appui de sa démonstration. Il est évident, Madame le Président, Madame, Monsieur, pour nous, qu'aujourd'hui la détention du président Gbagbo n'est pas nécessaire pour garantir sa comparution. Autant que les garanties particulièrement complètes offertes je n'en dis pas plus. La détention du président Gbagbo n'est pas plus nécessaire aujourd'hui pour assurer le bon déroulement de l'enquête. Elle n'est pas non plus nécessaire pour éviter la continuation des crimes que les autorités ivoiriennes elles-mêmes considèrent ne pas exister. En revanche, et c'est évidemment un aspect important, le maintien en détention aurait ou aura des conséquences déraisonnables et irrémédiable sur l'état de santé du président Gbagbo. Je vais maintenant céder, avec votre permission, la parole à Jennifer Naouri, qui va donc vous dire quelques mots concernant l'intervention des victimes, et puis ensuite, nous suivrons votre programme. Merci.
Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, j'ai écouté avec attention le représentant légal, et pas une fois, je ne l'ai entendu nous faire part d'éventuelles vues et préoccupations des victimes, telles que c'est prévu par l'article 68.3 du statut. Je parle de victimes en chair et en os, de personnes. Par exemple, je n'ai pas entendu les inquiétudes de A/2002/12. Les chiffres montrent à quel point c'est impersonnel, qui semble être exilé en dehors de la Côte d'Ivoire. Ou encore les risques de persécution ou de menaces avérées que pourrait craindre A/20.152/12. Les victimes sont absentes des considérations du représentant légal. Aucun d'entre nous dans cette salle n'est capable de dire, après avoir entendu le représentant légal, quel est leur intérêt personnel dans ce débat, quelles sont leurs vues et préoccupations, de chacune d'entre elles, ou même de certaines d'entre elles. Pourquoi ? Parce que le représentant légal n'en a jamais parlé. Le représentant légal traite les victimes qu'il représente de façon globale, sans jamais distinguer entre elles. Il nie leur individualité et la spécificité des craintes éventuelles de chacune. Le seul moment où le représentant semble faire référence à des éléments concrets, c'est en faisant référence à des victimes rencontrées en mission qui parleraient de recrudescence de violence depuis la décision d'ajournement. Or, cet argument a déjà été avancé. S'agit-il de la même mission ? Les craintes ont-elles évolué ? Connaissons-nous la situation de ces mêmes victimes aujourd'hui ? Par ailleurs, il s'agit d'affirmations gratuites, non étayées, non vérifiées. Il s'agit d'une affirmation globale et non pas de la démonstration de ce que l'intérêt personnel d'une ou plusieurs victimes pourrait être atteint en cas de mise en liberté du président Gbagbo. L'intérêt personnel ne peut pas être démontré in abstracto. En fondant l'intérêt personnel de chacune des victimes que le représentant légal représente, en pseudo-intérêt général dont le représentant légal serait le porte-voix. La notion d'intérêt personnel ne recouvre pas la notion d'intérêt entendue de manière abstraite. Le représentant légal ne présente aucune attestation, aucun élément concret qui ferait état de la réalité de l'inquiétude des victimes. En un mot commençant, je n'ai pas entendu les victimes s'exprimer. En revanche, j'ai entendu un second procureur, plus virulent même que le premier, notamment concernant la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire ou encore concernant le débat sur l'état de santé du président. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas prendre en compte les réflexions du représentant légal qui dépassent largement le cadre que le statut dessine pour ces interventions. Je vous remercie. Je vous remercie. Après avoir entendu chacune des parties et participants, j'aimerais savoir si vous avez des observations additionnelles à formuler. Très courte, avec votre permission. Juste pour revenir sur cet entretien à l'annexe 49 et 50 et de l'utilisation effectivement du terme relâché. Il faudrait noter que l'interview a eu lieu le 11 juin 2013, soit un bon mois avant votre troisième décision sur la détention. Et cette interview, évidemment, dans le temps et dans l'espace, faisait suite à la décision du 3 juin, la décision 432, reportant la confirmation des charges. Je crois que c'est important de le noter. Donc, théoriquement, ce n'est pas un fait nouveau. Également, on fait état beaucoup du rapport des experts. Évidemment,
évidemment, le dernier rapport des experts date du 15 avril et selon leur site web, le prochain est le 15 octobre. Donc, très bientôt, la semaine prochaine, il devrait y avoir soumission au comité de leur dernier rapport, donc un update, si on veut, du dernier. On reviendra vers la Chambre pour fort probablement, si on réussit à en mettre la main sur une copie, en remettre une à la Chambre. J'ai écouté Maître Altit. Encore une fois, je comprends qu'il s'agit d'une audience publique. Je comprends que, donc, il y a une galerie qui nous écoute et on s'adresse à la Chambre. On ne s'adresse pas à personne d'autre. On ne s'adresse pas au procureur. On ne s'adresse pas à cette galerie. C'est à la Cour. C'est vis-à-vis la Cour complète. Et si on est pour nous citer, il faudrait le faire avec les mots exacts, les références, et de nous citer dans le contexte. Mais il y a beaucoup d'affirmations et d'allégations qui, évidemment, sont de la frime, un écran de fumée, des accusations en l'air, non soutenues, tout simplement dans un but de satisfaire un public attentif. On a parlé d'obstruction. Je vous réfère à l'annexe 4 de notre écriture. Ce journaliste est également une personne proche de M. Gbagbo qui avait des sanctions économiques imposées par l'Union européenne pour incitation à la haine et à la violence. Information que nous avons obtenue hier et dont on pourrait faire part à la Cour. Alors, ce n'est pas une divulgation anodine, car c'est la deuxième qui intervient en une année au sujet du témoin P9. La source n'est pas révélée, mais c'est un facteur dont la Chambre doit tenir compte. Et c'est surtout un défi auquel cette institution fait face dans son ensemble, évidemment les dossiers kenyans en étant le plus bel exemple. L'enquête se poursuit, elle n'est pas terminée. Et oui, on peut plaider une chose et son contraire. Et d'ailleurs, c'est notre obligation en vertu du statut à l'article 54.1a d'enquêter à charge et à décharge. Aujourd'hui, l'accusation n'est pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, car nous n'avons pas l'obligation de le faire. Et si on est pour citer la décision Bemba, la 10-19, on va la citer comme il faut. 51. Le procureur a fait valoir, donc en appel, dans ce dossier, nous avons fait valoir que même s'il lui incombe d'établir la nécessité de la détention, une fois qu'il s'est acquitté de cette charge, il, et c'est une traduction, n'est pas tenu d'établir sans cesse les mêmes faits sous-jacents si ceux-ci restent pertinents. Sur ce point, la Chambre d'appel tient à préciser que s'il est exact que le procureur n'est pas tenu d'établir de nouveau des circonstances qui l'ont déjà été, il doit néanmoins démontrer qu'il n'y a pas eu de changement dans ces circonstances. Et je vous ai cité plus tôt, dans ma première intervention, le passage suivant. Donc, c'est ce que nous avons fait ce matin. S'il n'y a pas de circonstances nouvelles, l'accusation ne peut pas faire part de circonstances dont elle ne connaît pas ou n'a pas connaissance. Mais lorsqu'elle en a connaissance, et on ne se ferme pas les yeux, on est en continuation d'enquête, on est sur le terrain, on fait notre boulot, et nous reviendrons devant la Chambre avec les éléments de preuve additionnels. Et d'ailleurs, vous avez déjà une déclaration de 95 pages qui a été annexée à une écriture sur une des questions importantes soulevées par la Chambre. Alors, à cette étape-ci, l'accusation est capable de plaider une chose et son contraire. Et c'est ce que nous avons fait. Et enfin, M. Gbagbo
reçoit cette divulgation des éléments. Nous avons notifié la Chambre de beaucoup de déclarations récentes et d'autres sont à venir avec des demandes d'expurgation pour le 15 octobre, y compris des déclarations additionnelles des témoins P9 et P10. Des témoins initiés et bien informés. Ceci étant, M. Gbagbo reçoit la divulgation de ces éléments. M. Gbagbo en est informé. Et malgré sa présente détention et les conditions restrictives qu'il peut y avoir à ce centre de détention, comme Maître Altit le dit si bien, il est bien au fait de ce qui se passe sur le terrain. Alors, la question sur la question d'obstruction est la suivante. Quelles sont les garanties suffisantes que vous avez qu'une fois relâché, outre sa parole, il pourra s'astreindre, s'empêcher, alors que présentement, il y a fuite subtile, sporadique, mais quand même, il y en a. Sur la question des témoins, sur la question du pays hôte également. Alors voilà. Ce qui se passe ici, même dans la confidentialité de cette Chambre, malgré l'utilisation de pseudonymes, quand même, des informations réussissent à filtrer vers le public. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce que vous avez... Merci Madame la Présidente. Juste quelques brèves observations. La première observation, c'est sur les intérêts personnels des victimes dans cette affaire. Je voudrais juste souligner que la défense se montre constante dans sa stratégie qui a été adoptée dans cette affaire et qui vise à nier le droit des victimes de participer aux procédures devant cette Cour. Je voudrais que ça soit clair. Le droit des victimes de participer à la procédure devant cette Cour est reconnu de façon expresse par l'article 68, paragraphe 3 du Statut de Rome. Le droit des victimes de participer dans cette affaire, plus précisément, est reconnu par cette même Chambre. Alors, les victimes ont le droit de participer à la procédure, y compris dans cette affaire. Il est de la jurisprudence constante de la Cour que les intérêts personnels de victimes sont concernés par la question de la détention de la personne suspectée ou accusée, ainsi que de la question sur le maintien de cette personne en détention. Alors, les victimes peuvent participer, leurs intérêts personnels sont concernés, même si ça ne plaît pas à la défense. La deuxième observation, je voudrais rappeler que le cadre juridique de la détermination de la question sur le maintien en détention est limité et ne requiert qu'une seule chose, de démontrer s'il y a eu, oui ou non, une évolution des circonstances qui ont un impact sur le maintien de la personne suspectée en détention. En l'occurrence, c'est à la défense de présenter des éléments factuels précis et sérieux pour démontrer qu'il y a eu une évaluation de telles circonstances. On est devant une cour, devant une juridiction internationale. On n'est pas une tribune politique. On n'est pas sur le champ des spéculations fondées sur des articles de presse ou bien sur des entretiens, des interviews avec des hommes politiques. On n'est pas là pour observer une évaluation du paysage ou de l'environnement. On est des juristes et notre rôle est de présenter à la Chambre des éléments de preuve juridiques, factuels, sérieux, pour que la Chambre puisse statuer sur la question. En l'absence de tels éléments de preuve, M. Gbagbo doit continuer à rester en détention. Je vous remercie. Je vous remercie. Maître Altit, est-ce que vous avez des observations à ajouter, s'il vous plaît? Merci, Madame la Présidente. Quelques observations très brèves.
sur la compréhension que nous avons les uns et les autres des positions de chacun. Je ne suis pas sûr que mon confrère ait tout à fait saisi ce que nous disions. Je parle du représentant des victimes. Je crois avoir compris, j'ai pris quelques notes. Il nous reproche de nier les droits des victimes à participer à cette procédure. Mon confrère est jeune. S'il avait peut-être quelques années supplémentaires, il saurait que, ici, il n'y a que des défenseurs des droits des victimes, des gens qui ont pris des risques, qui ont couru des dangers pour aller défendre ceux qui sont faibles, soumis à l'oppression. Ici, tous, sans exception, sauf les deux plus jeunes. Alors les droits des victimes, nous savons ce que c'est. Jamais, jamais, nous n'avons nié, au cours de cette procédure, les droits des victimes. Ce serait absurde. Au contraire, nous l'avons dit par écrit, nous nous sommes félicités de leur présence. Féliciter, ça ne veut pas dire nier. Il faut lire. La question que nous posons, c'est une question qui nous concerne tous. C'est celle de la place des victimes. Mon confrère dit, et c'est une position que l'on peut défendre en effet, qu'elles ont un rôle à jouer dans la question de la détention ou de la mise en liberté de l'intéressé. Dans les systèmes où existent les parties civiles, par exemple le système français, que je connais, mais d'autres aussi, partie civile, c'est une partie au procès, mais c'est une partie au procès civil. Et là, je crois qu'il y a une petite subtilité qui n'est pas toujours comprise. Lorsqu'il y a une partie civile, elle est partie au procès civil qui a lieu en même temps que le procès pénal. Les parties au procès pénal, en France par exemple, c'est le procureur représentant la société et l'accusé. Les victimes sont des victimes qui peuvent se porter partie civile pour demander des dommages d'intérêt civil. Il y a donc deux processus, deux procès en même temps. C'est compliqué, certes, mais c'est comme ça. Eh bien, même dans ces systèmes-là, les victimes n'ont pas le droit, n'ont pas leur mot à dire concernant la mise en détention de l'intéressé. Alors, on peut le discuter, mais c'est intéressant à noter ça quand même. Deuxièmement, nous ne sommes pas dans un système d'essence inquisitoire ici. Nous sommes dans un système d'essence accusatoire, un peu modifié. La procédure accusatoire repose sur l'équilibre. C'est ça le mot-clé. L'équilibre entre accusation et défense. L'égalité des armes, si vous voulez. C'est ça qui est important. Parce que de cet équilibre dépend la dynamique, la dialectique entre accusation et défense. Cette dialectique, pourvu que les parties soient placées sur le même plan, permet au juge d'avoir une vision en relief des deux points de vue. Et donc notre inquiétude, c'est qu'une intervention trop présente, si je puis dire, comme celle que réclament les victimes, qui voudraient être des quasi-parties dans la procédure. Et je vous renvoie à leurs écritures, mais elles ont le droit de le demander. Pourquoi pas? Notre inquiétude, celle que nous avons exprimée, en effet, depuis les débuts, c'est vrai, c'est que leur présence trop marquée déséquilibre trop fortement cette procédure au détriment de la défense. Mais ça pourrait être aussi au détriment de l'accusation, d'ailleurs, dans un autre contexte, naturellement. Et c'est ça notre inquiétude. Et c'est cette question-là que nous posons, parce qu'elle est importante. Parce que si la procédure est trop déséquilibrée, eh bien, alors, on risque de ne plus avancer. Et nous voulons avancer. C'est notre intérêt à tous ici. Alors ça, pardon d'avoir réagi un peu comme ça, mais vous comprenez bien qu'à aucun moment nous ne nions quoi que ce soit. On discute une position juridique et ses conséquences. Et nous sommes légitimes, je crois, à le faire. Surtout qu'ici, il s'agit de la liberté d'un homme. C'est important. Alors, ça, c'était à propos du représentant. En ce qui concerne le procureur, bon, je ne crois pas que, sauf erreur de ma part, il a apporté quelque chose de nouveau par rapport au discours de tout à l'heure, qui lui-même, de mon point de vue, je peux me tromper, n'apportait pas grand-chose de nouveau non plus par rapport au discours précédent. Entre nous, je regrette un petit peu le ton.
du début. Bon. De la frime, etc. Bon. On peut comprendre tout ça, on peut comprendre. Pas bien grave. En revanche, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Le procureur a parlé de fuite. C'est bien la première fois qu'il en parle. Alors, il en a parlé sans en parler, comme ces histoires d'obstruction. Il en parle sans en parler. Nous avons prouvé que pour les autorités ivoiriennes, la question de l'obstruction ne se posait pas. Ça, nous l'avons prouvé. Mais si le procureur a des choses à dire sur les fuites, il faut qu'il les dise. Il ne faut pas qu'il reste dans le non-dit ou dans l'entre-deux. Ce n'est pas tout à fait comme ça que nous pourrons avancer. Et puis enfin, un petit mot, il me prête un propos tout à l'heure que je ne crois pas avoir tenu, mais enfin bon, là encore, dans le feu de l'action, on peut mal comprendre, ce n'est pas très grave. Ce que je voudrais dire à cette Chambre, ce que nous essayons de lui dire depuis le début, et au procureur aussi, et dans une moindre mesure au représentant légal, c'est que c'est notre intérêt à tous d'essayer d'avancer, d'avoir un rapport fructueux, des échanges. Alors que l'on considère que c'est une bonne chose ou pas, que le président Gbagbo soit mis en liberté, on peut en débattre. Mais essayons de comprendre pourquoi ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose. Essayons de nous rapprocher de la réalité, de ne pas rester dans la fantasmagorie, de ne pas rester au plan des hypothèses. Parce que les Ivoiriens méritent autre chose. Véritablement, je vous le dis comme je le pense. Et j'espère que nous pourrons avancer. J'espère que nous pourrons avancer concrètement là-dessus. Le procureur a posé un certain nombre de questions, en revanche, plus précises à propos d'éventuels, comment pourrais-je dire, sans déflorer le sujet, enfin à propos de sujets que nous pourrons aborder à huis clos. Je pense que là, nous pourrons avancer de manière pratique, parce que c'est cela dont on doit parler aussi. Examiner si pratiquement on peut faire quelque chose. Si ce n'est pas possible, bon, ce n'est pas possible. Mais si c'est possible, examinons les éventuelles conséquences alors. Voilà. Essayons d'avancer pratiquement, je crois que c'est ça un petit peu la question. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de notre session publique. Nous avons prévu une session à huis clos avec la défense, le greffe. Pour des raisons techniques, nous devons de toute façon suspendre pour 30 minutes. Alors, ça sera trop tard, je pense, pour avoir notre session à huis clos le matin. Et à ce moment-là, je crois que c'est mieux de l'avoir à 2h30, qu'on a prévu une audience, une session supplémentaire. Alors, on peut faire cette session à huis clos à 2h30. S'il n'y a aucune autre observation à faire, nous arrivons à la fin de notre audience. Je vous remercie tous et l'audience est levée. Merci. All rise, vous vous levez.